Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Sens Créatif, c'est un appel à l'aventure qui vient questionner nos certitudes, serpenter entre nos doutes et danser avec nos peurs sur le chemin de la créativité. Parce qu'au milieu du chaos, il y a toujours une opportunité à saisir, une nouvelle stratégie à transcender pour atteindre le sommet de la montagne, aller plus loin encore, se réinventer et recommencer. Pour nous aider à développer Sens Créatif, soutenez-nous sur Patreon. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club sur notre plateforme Discord, à des mentorings collectifs et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Bah oui, c'est trop chouette comme ça. Bon, top. Sophie Guérive, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est trop contents d'ouvrir cette saison 6 avec toi aujourd'hui. Ah bah oui, moi j'ai réclamé. Merci de m'accueillir, c'est trop cool. C'est vrai. Avec ton univers poétique et philosophique, sans en avoir l'air, hein, attention, on n'aurait pas pu imaginer meilleur invité pour ouvrir cette nouvelle année. On aime beaucoup ton univers, ce que ça éveille en nous comme réflexion. Donc, encore une fois, merci d'être avec nous, Sophie. Et merci à vous. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière que tu aimes habituellement et puis nous dire ce qui te motive, la motivation à sortir du lit le matin? Alors, me présenter comme je le fais pas habituellement, donc du coup, je fais de la bande dessinée et d'illustration. Je fais essentiellement une série qui s'appelle Tulip avec des personnages animaliers et c'est des petites histoires où il y a surtout des petites discussions. Et du coup, j'ai décliné cet univers version enfant, c'est le club des amis avec des petites aventures. Je suis en train de faire d'autres séries qui partent toutes du même point de départ avec ces personnages-là. En gros, t'as un casting et puis tu puises dedans et on va en parler avec Eden tout à l'heure, mais tu es capable de les mettre dans des univers différents en fait de la série d'origine. Ouais, en fait, des fois c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que j'ai une idée qui est pas forcément en rapport avec Tulip. Et puis au lieu de me casser la tête à créer des nouveaux persos, tu vois, je me dis j'ai déjà des acteurs en stock. J'avais pas besoin parce que tu vois, il y a quand même quand tu crées un personnage, il y a tout un travail, tu te familiarises avec lui, t'apprends à le connaître, t'apprends à l'étoffer. Et ceux-là, ils sont déjà étoffés, donc finalement, je gagne du temps en utilisant des persos qui existent déjà, qui ont déjà un petit peu de profondeur. Parce que quand tu crées un nouveau perso, en fait, dans le premier livre, il est un peu il est toujours un peu maladroit au début, je trouve. Il manque un peu d'étoffe, quoi. Ouais. On va explorer cette profondeur. Justement, on a un petit peu envie de connaître un peu l'origin story de un petit peu ton travail, un peu tous ces personnages, qui est Sophie Guérive. Et quand on a fait nos petites recherches, on a découvert que t'es pas né dans une famille d'artistes. Tes parents étaient dans la fonction publique, si je me trompe pas. Et puis, si je me trompe pas non plus, tes profs d'art plastique, ils disaient qu'il y avait pas d'avenir dans le dessin, qu'il fallait abandonner. Et pourtant, tu t'es obstiné à vouloir vivre de ton dessin. C'est d'où te vient comme ça cette obstination? C'est vrai que oui, j'étais pas du tout partie pour faire ça. Mais depuis toute petite, moi, je lisais beaucoup de BD à la bibliothèque et tout ça, et je me suis passionnée pour ce truc-là. Genre, je dessinais pendant les cours, je dessinais tout le temps. Et du coup, j'ai très tôt décidé de faire ça. Pourquoi? Enfin voilà, je sais pas, ça me plaisait tout simplement. Et que c'est vrai que j'ai eu pas mal d'embûches et que vrai logiquement j'aurais dû abandonner, mais en fait, j'avais rien envie de faire d'autre, donc voilà. C'était quoi ces embûches? Non, ce que tu dis là, c'est que effectivement, ma famille n'était pas du tout dans ce milieu, donc quand j'ai quitté le lycée, je savais pas du tout comment me diriger vers ça. J'ai fait des études à la fac qui avaient en fait rien à voir, et là on faisait des installations vidéo, du land art. Ah oui, rien à voir, ouais. Aucun rapport, que je détestais, c'était horrible. J'ai eu un moment où je me suis vraiment découragée, je me suis dit mais ça n'existe plus le dessin. Enfin, c'est ce qu'on me disait effectivement, mais c'est vrai que dans ce microcosme ça n'existait plus. Et j'ai fini par rebondir en allant aux Arts Déco de Strasbourg et en raccrochant un peu les wagons là-bas. Et ça existait encore beaucoup, en fait. Mais il y a des planètes différentes qui se touchent pas, des fois. Heureusement que la planète dessin existait encore toujours, du coup. Bah oui, carrément.
Et puis il y a aussi tu disais que tu lisais beaucoup de bandes dessinées. C'était quoi un peu les BD que tu lisais et qui t'inspiraient? Un peu de tout, parce que mes parents, ils avaient quand même un peu de BD à la maison, mais c'était des trucs du style Harakiri, Ah tout oui. ça de l'époque des années 60-70. Ils sont de cette génération-là, donc ils avaient ces trucs qui étaient pas du tout de mon âge, mais que je disais quand même, mais qui me dégoûtaient un peu quand même. C'était un peu bizarre. Et puis, il y avait tous, la bibliothèque, c'était tout l'inverse, c'était le franco-belge bon enfant, que Ah oui. j'aimais bien aussi. Donc ouais, j'ai mélangé tout ça. Ouais, du coup, je lisais vraiment pas mal de choses, mais des choses datées du coup, parce que la bibliothèque non plus était pas super à jour. Donc, il a fallu que j'attende d'être aux Arts Déco pour découvrir tout ce qui se faisait de plus récent en fait, toutes les vagues plus récentes d'éditions indépendantes et tout ça, je les ai découverts sur le tard. Et tu cites notamment Mafalda. Quel rapport tu as avec la BD Mafalda et quand est-ce que tu t'es tombé dessus en fait? Ça, ouais, c'était un truc de la bibliothèque et du coup, c'est vrai que c'est ça qui m'a donné envie de faire de la BD parce que c'était le format court, je pense. C'était le fait d'avoir des histoires hyper courtes et en même temps qui se suivent. C'était un rythme qui me convenait très bien. Et je crois que mes premières BD, c'était une espèce de copier-coller de Mafalda avec mes propres persos, mais j'essayais de faire un peu la même chose, quoi. J'avais un bonhomme avec un bob, je me rappelle. C'est vrai? Peut-être 10 ans ou un truc comme ça. Trop bien. J'essayais de faire... Ouais, puis ça me parlait, je sais pas, même s'il y avait un décalage de génération et de pays. Ma vie dans mon petit quartier à Marseille, elle était un petit peu comme celle de Mafalda. Donc ça me parlait pas mal. Et puis c'est vrai que ce format court me convenait parce que je sais pas si j'aurais eu l'idée de faire de la BD si pour moi ça voulait dire se lancer dans une grande histoire. Ouais. Là, je me disais c'est accessible en fait. Je peux faire une histoire en 4 cases. Voilà. Ce qui est intéressant d'ailleurs parce que c'est une de tes formules finalement de démarrer sur des petits strips et d'en créer un univers vaste et quasiment infini à partir de là. Bah ouais, je crois que je suis partie sur ce format-là et il me convient hyper bien parce que à chaque fois que je veux faire une histoire plus longue, ça marche moins bien. Enfin, même quand je fais des histoires plus longues, en fait, je fais un espèce de patchwork de petites histoires. Vraiment, j'arrive beaucoup mieux à fonctionner comme ça. Oui, comme dans Eden. Voilà, oui, en fait, c'est une illusion d'histoire longue, mais... Et Capitaine Mulet part du même principe aussi. Finalement, on a des séquences comme ça qui s'enchaînent et qui créent une histoire complète. Ouais, en fait, j'ai découvert après coup que je m'intéressais vachement à l'univers médiéval et qu'en fait, les histoires médiévales sont comme ça aussi. Tous les récits qu'on faisait à l'époque, qui étaient dits ou enfin qui étaient chantés ou récités, en fait, il y avait des petits épisodes qui pouvaient s'interchanger, qui étaient modifiés selon les conteurs. Oui. Et c'est beaucoup de petits trucs comme ça, de petites histoires qui s'enchaînent. Il y a rarement une grande histoire, même si l'accumulation peut donner l'impression d'une grande histoire. Et donc, ouais, c'est un truc qui existe beaucoup et qui me correspond bien, ouais. Je trouve que c'est plus fluide et plus facile. Enfin, ça permet de faire des pauses, de pas s'arrêter en plein milieu d'une histoire. Je trouve que c'est plus agréable. Je trouve que c'est inspirant d'entendre ça aussi parce qu'il y a parfois des personnes qui veulent se lancer dans ce type de métier ou dans que ce soit la bande dessinée pour le coup, mais le côté moine copiste qui doit faire un truc super long, ça peut décourager, alors qu'en fait non. Et puis après il y a aussi l'alternative bande dessinée, faire des gags en une page, mais toi pour le coup t'as commencé en te disant je vais faire des strips et pas obligé de se lancer dans des romans à rallonge. T'as commencé petit quoi. Ben ouais, mais tu vois, à force d'accumuler les petits trucs, ça finit par faire des gros trucs. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un bon exemple du côté step by step, parce que ça peut faire peur hein, parfois de se lancer dans ce type de métier. On se dit, ouloulou, c'est pour marquer, pour que notre travail soit pertinent, remarqué, il faut faire des trucs un peu incroyables. Et comme tu dis, des petits bouts de trucs au fur et à mesure, on les met ensemble et puis ça fait une œuvre, quoi, parce que ton œuvre, elle est presque infinie, quoi. Moi, c'est ce qui me faisait kiffer dans Calvin et Hobbes et dans les Peanuts. C'est justement parce que moi, j'ai un petit peu comme toi, Sophie. Moi, c'était la bibliothèque, hein, tout ça. Hein. Et vraiment de retrouver d'album en album les personnages et en fait quelque chose qui évolue alors que les histoires elles tiennent souvent qu'en une seule page. Ouais. Ça, c'est un truc que je pensais jamais retrouver. Et en fait, dans ton univers, je me suis complètement
c'était comme un flashback de revenir à ce petit bonheur-là en fait, et d'enchaîner avec tes personnages, finalement de suivre leurs aventures, et d'avoir cette espèce de plein d'infini. C'est quelque chose qui m'a fait vraiment penser à ces lectures. Ah bah, ça me fait plaisir que tu dises ça, mais ouais, c'est vrai que ça existe plus beaucoup parce que c'était dû au format journal en fait. Et mais en fait, finalement, le format internet s'y prête aussi. Moi, j'avais commencé Tulip, qui était vraiment pour internet, parce que je sortais du Capitaine Mulet. Enfin, j'étais un peu lassée. En plus, je trouvais pas d'éditeur pour quoi que ce soit. C'était une galère. Et du coup, je m'étais vraiment dit que j'allais m'adresser à internet, que j'allais vraiment mettre les trucs gratuitement et que je voulais absolument pas en faire un album. Et il fallait que ça soit percutant, donc il fallait que ça soit court. Et c'est pour ça que je suis passée du noir et blanc à la couleur, du long format au petit format. À la base, les premiers Tulip, ils étaient vraiment en 4 cases en plus. Mm-hmm. Donc c'était hyper, ça faisait un carré, quoi. C'était déjà les réseaux sociaux ou c'était plutôt sur un blog? Non, c'était sur Facebook, et je sais plus si j'avais déjà Instagram à l'époque. Non, c'était Tumblr et Facebook. Ah oui. Je le mettais sur ces deux-là. Ouais, Tumblr. Voilà. Et la sauce a tout de suite pris quand tu as lancé sur les réseaux? Ouais, bah assez rapidement. Ouais. Enfin, c'était pas, tu vois, un truc spectaculaire, mais ouais, il y a eu quand même assez vite. Et c'est rigolo parce que c'est juste au moment où j'avais renoncé à me faire publier que là, les gens ont commencé à m'appeler. C'est toujours pareil, hein. Voilà. Mais ouais. C'était quoi les retours que tu avais sur tes premières publications comme ça sur Facebook? Bah, c'était plutôt, alors je me souviens plus, hein, mais c'était plutôt positif, ça m'a encouragé à continuer, donc après, en détail, je sais plus, mais les gens accrochaient bien. Ouais. Juste au moment où t'abandonnes, tu te dis, fuck les éditeurs, tant pis. et puis, on va donner gratuitement sur Internet. Et puis là, la sauce reprend, quoi. Ouais, bah oui, mais du coup, j'ai voulu garder ce truc-là parce que la première fois que j'ai signé un contrat pour Tulip, l'idée, c'était que j'enlève tout et que j'arrête de publier en ligne, et j'ai dit non. Bah non, c'est pas une idée, quoi. Ah oui, ça rentre. Je voulais que ça reste gratos, et du coup, je mets quelques inédits dans les albums, mais globalement, c'est quand même ma première plateforme, c'est les réseaux, quoi. Ouais. Et j'aime bien aussi le faire au fur et à mesure, avoir un retour au fur et à mesure. Je trouve ça. En plus, j'ai un décalage énorme entre quand je finis un album et le moment où il est publié. Il se passe en général plus d'1 an, voire même 2 ans des fois. Et c'est vrai que en fait, je passe vraiment à autre chose, donc c'est un peu frustrant. Alors que sur les réseaux, c'est vraiment le jour même, donc c'est cool. Et t'as maintenu cette philosophie de publier un peu en avant-première comme ça sur les réseaux sociaux tes bandes dessinées? Bah oui, moi je mets tout au fur et à mesure sur les réseaux, puis après quand j'ai assez de matière, on voit pour faire un album avec 2024. Mais voilà, il y a ce décalage parce que c'est quand même une maison d'édition qui grandit en ce moment, mais qui reste assez modeste, et qui a quand même un souci de suivre ses auteurs et tout ça, donc ils font pas énormément de bouquins par an. Oui, c'est raisonné. Donc, donc c'est cool parce c'est vraiment une chouette maison d'édition, mais du coup, souvent j'ai 2 bouquins d'avance par rapport à ce qui est publié, quoi. Ah bah oui, donc, normal. Donc c'est assez chouette d'avoir aussi ce retour un peu immédiat sur les réseaux. Est-ce que vas-y, Laurent. Non, vas-y, Jérémy. Est-ce qu'on peut revenir sur ce moment où justement tu sors 2 livres, tes 2 premiers livres, enfin non, c'est pas tes 2 premiers livres, mais Capitaine Mulet et Tulip, et ce moment où justement après de publier sur les réseaux. Attends, non, je me perds. Capitaine Mulet, c'était avant de publier sur les réseaux ou c'était après? En fait, c'était avant. En fait, je suis arrivé. C'est une longue histoire. Je sais pas si c'est intéressant. Ok. nous, on aime bien un petit peu aussi connaître un peu l'histoire derrière ce qu'on connaît. Tu vois, qu'est-ce qui fait? Ce qu'on appelle les triggers qui déclenchent en fait. Non, mais en fait, moi, je suis arrivée en maison maison des auteurs, tu sais, à Angoulême, pour faire une résidence pour le Capitaine Mulet. J'avais un scénario et je voulais en fait, un scénario qui était censé être un bouquin écrit à la base. J'avais fait un roman et il avait été accepté, puis finalement non. Puis enfin, ça m'avait duré des années de galérer avec ce roman. Et puis un jour, je me suis dit parce que en fait, je faisais du roman parce qu'on m'avait dit qu'il y avait plus de BD. Bon, bref. Ah oui. Non, mais on retisse les fils. Ouais, c'est. Bon, je vais en faire une BD puisque personne n'en veut comme ça, et voilà. Et du coup, j'ai demandé une résidence à Angoulême pour
pour pouvoir faire cette transformation 4 en ans. BD. Ouais. Non, là c'était une résidence d'1 an à la base. Et à la fin de mon année, j'avais toujours pas d'éditeur non plus pour cette BD. Je commençais à désespérer, des refus sur refus. Et voilà, j'avais fini mon année et je savais pas quoi faire du tout. J'ai demandé à renouveler, de rester à Angoulême, mais c'était l'été, en plus tout le monde était parti et je me suis dit je veux plus jamais me fatiguer sur un bouquin, me payer des tendinites pour pas avoir d'éditeur derrière, j'en ai ras le bol. Et du coup là j'ai commencé à faire Tulipe en ressortant un perso que j'avais inventé pour des vieux strips quand j'étais étudiante. Et je me suis dit je vais juste m'amuser, je vais faire des trucs courts, je vais faire tout le contraire de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et je vais le publier en ligne, comme ça au moins les gens le diront quand même, même si c'est pas publié. Et voilà, donc c'était vraiment le contre-pied. Et du coup, en fait, 2024 m'a contacté pour Tulipe et je leur ai dit ouais, mais avant, il faut publier les Capitaines Mulets. T'as mis tes conditions. C'est cool ça. Ouais. Et voilà, ils ont accepté, du coup, c'était cool. Et j'ai pu lire que t'as créé Tulipe dans une période où t'allais pas très très bien. Et qu'est-ce qui se passait pour toi à cette période et comment ce personnage a agi comme une forme de thérapie? Je te dis, voilà, j'étais dans cette période où j'étais à Angoulême presque toute seule. Il faisait chaud, il y avait personne. C'est quand même une petite ville. Hors saison festival. Hein. Ah ouais, c'est pas drôle. Ouais, c'était en plein été. Et en fait, j'étais avec un mec qui m'avait plus ou moins abandonné. Et puis, donc, j'étais vraiment toute seule pendant toute cette période. Et je trouvais pas d'éditeur, j'avais pas de boulot, j'avais pas de sous, j'avais rien, quoi, dans ma vie. Ah oui. Et vraiment, et en fait, j'habitais en bas de la colline, parce qu'Angoulême, c'est sur, le centre-ville est sur une colline. Et la maison des auteurs est en haut. Donc, pour ne pas déprimer chez moi toute la journée à rester dans mon lit, je me suis dit tous les jours je suis obligée de monter à l'atelier pour faire un truc. Et donc je me forçais à faire un strip par jour et après j'avais le droit de redescendre. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et tu lui faisais dire quoi à Tulipe à ce moment-là pour un peu exorciser peut-être ce qui se passait pour toi? Ouais, c'est ça, c'était un peu mon psy en fait. J'essayais d'appeler Tulipe pour me consoler ou pour me rassurer, je sais pas. En fait, c'est drôle parce que dans toutes les périodes un peu compliquées de ma vie, Tulipe m'a un peu sauvée. C'est vrai? Ouais, vraiment, c'est un truc que il y a des moments où je délaisse un peu parce que je bosse sur autre chose, où je me dis voilà, j'ai pas trop d'idées en ce moment, et à chaque fois qu'il y a un gros bug, je me souviens par exemple au début du confinement et tout, quand je me suis retrouvée seule avec mon fils de 2 ans qui hurlait toute la journée et enceinte du 2e. Et c'était l'enfer. Et là, j'ai fait des crises d'angoisse sur crises d'angoisse. Je me suis dit, ma seule issue, c'est Tulipe. Et donc, je me suis mise à produire vachement plus et ça m'a vachement aidé aussi, ouais. Pour nos auditeurs, auditrices, est-ce que tu peux nous dire qui est Tulipe et pourquoi il y a un univers autour de Tulipe? Et Tulipe, c'est un ours qui passe l'essentiel du temps à dormir et qui est sur contre un arbre dont il est amoureux. Et voilà, il fait pas grand-chose d'autre. Et il a des amis qui sont un oiseau, un serpent et plein d'autres qui sont des personnages secondaires, tous des animaux et qui ont tous des noms de fleurs. Voilà, donc chacun a son caractère et chacun apparaît au gré des circonstances. Voilà. Les noms de fleurs, c'est une manière de lier en fait tous les personnages les uns avec les autres et d'avoir une espèce de comment je pourrais dire de valise magique, tu vois, un petit peu comme dans Harry Potter, tu vois, tu sors des personnages, il y a un nom de fleur, hop, un personnage, bang. Comment tu je me rappelle plus très bien si j'ai vraiment pensé le truc en amont ou si c'est venu un peu comme ça pour rigoler. Mais oui, du coup, maintenant c'est chiant parce que je suis obligée, quand j'invite un nouveau personnage, de trouver un nom de fleur qui correspond au personnage, un minimum, qui ressemble à un nom. J'ai une petite liste de noms donnables. Il y en a d'autres qui fonctionnent pas du tout. Mais ouais, ça donne une espèce d'unité. Et maintenant que c'est comme ça, j'ai plus le droit de changer. Je sais pas, j'ai une espèce de logique un peu autiste dans mon travail où il y a plein de règles et j'ai pas le droit du tout de changer, sinon ça casse un peu l'univers. Tu t'es créé ta propre structure, c'est hyper fort. Hein.
Et d'ailleurs, l'univers de Tulip, moi, je parlais d'infini. On pourra revenir hein, sur le sujet de l'infini, ce que représente l'infini pour toi. Mais l'infini de l'univers de Tulip, en fait, il se résume à une vallée. Et je trouve ça fabuleux. C'est un petit peu comme la vallée des Moumines, donc c'est la vallée de Tulip et de ses amis. Et il y a tout l'univers en fait tient dans cette vallée. Évidemment, les personnages sont amenés au fil des histoires à s'exiler des fois dans le désert, dans la forêt, etc. Puis tu auras sûrement d'autres idées à venir. On parle souvent aussi de la ville dans laquelle va Crocus, ce qui prend l'autoroute à un moment, je crois. Et ce qui est rigolo, c'est que en fait tout peut se passer dans un univers qui est restreint, mais qui en même temps n'a pas de limite particulièrement définie. Et je trouve que quand on se plonge finalement dans les aventures de Tulip, on a ce sentiment de bonheur à la fois d'avoir le home sweet home, le chez soi qui est pas loin, en même temps se dire qu'on peut vraiment partir loin à l'aventure. Et même Tulip, lui, il a pas besoin de se déplacer pour partir à l'aventure. Ah oui, pour le coup, oui. Il y a des aventures intérieures. Ouais, alors je sais pas quelle est la question. Il y a pas vraiment de question. Je voulais juste te donner, en fait, mon ressenti de lecteur et puis de fan aussi, et savoir ce que finalement, si j'ai une question à te poser là-dessus, qu'est-ce que tu ressens toi par rapport justement à cet univers et à ses limites, à son cadre? Comment tu le vois toi? Ben après, je sais pas si tu veux inclure tout l'univers de Tulip, mais du coup dans le club des amis, là dans celui que je suis en train de faire, j'ai fait une espèce de carte. Donc effectivement, il n'y a pas de limite, mais on voit quand même qu'il y a plusieurs univers distincts, avec la montagne, avec le pays où il est quand il est tout petit, le pays où il va quand il est plus grand. Donc c'est un tout petit peu cadré et j'essaie de garder une logique par rapport à ça. Mais oui, normalement, il n'y a pas forcément de limite. C'est pas, pour moi, c'est un univers un peu, qui est pas forcément le même que le nôtre. J'ai pas forcément envie de le situer. Pour moi, par exemple, le club des amis, il se passe il y a très très longtemps, à la préhistoire ou même avant. Et par contre, Tulip, c'est un peu plus contemporain parce j'évoque des choses qui se passent maintenant, par exemple la ville, les voitures et tout. Forcément, c'est pas la préhistoire. Et du coup, ça veut dire qu'il vit un peu pour toujours, hein, ou qu'il y a des espèces de failles temporelles. Je sais pas. Ouais, carrément. Mais non, il n'y a pas de limite. En fait, c'est rigolo que tu me parles de ça parce que à un moment, j'ai essayé de faire un peu d'hypnose et à chaque fois. Le praticien m'a incité à essayer de trouver mon lieu mental où je pouvais me détendre et j'arrivais pas à trouver. J'essayais la plage, j'essayais la montagne, ça marchait pas très bien et puis j'ai fini par me réfugier dans les petites collines de Tulip et là je me suis dit bah ouais, pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début, en fait c'est bête. Voilà. Donc ouais, c'est un lieu un peu hors de tout. C'est marrant parce que Laurent parlait tout à l'heure de voyage intérieur. Le voyage intérieur de Tulip. Toi, tu parles de qu'en hypnose, tu vas dans la colline de tes bandes dessinées. C'est quoi un peu ton voyage intérieur avec tout ce travail autour de tes bandes dessinées? Bah, moi, je pense que le seul fait de faire de la bande dessinée, c'est déjà une sorte de voyage intérieur. C'est une espèce de méditation. Et moi, quand je suis dedans, je suis vraiment dedans et j'ai l'impression que les personnages existent et qu'ils réagissent sans moi. Il y a une espèce de truc où je laisse couler les choses sans vraiment les diriger. Et c'est pour ça qu'après, j'arrive pas toujours à expliquer pourquoi telle chose s'est passée comme ça. C'est presque eux qui ont décidé à ma place. Du coup, c'est vrai, c'est vraiment un état dans lequel je me mets et qui me fait vachement de bien. C'est plus, ouais, parfois même quand je suis fatiguée, par exemple, je rentre de soirée ou un truc, et ben, en fait, je vais quand même dessiner un petit peu parce que ça va me détendre avant d'aller dormir. C'est vraiment un truc un peu cool dont j'ai besoin que je dessine pas pendant plusieurs jours, ça me manque vachement. C'est un moyen de processer quelque part tes journées, de décharger, de méditer, ouais, c'est une sorte de réceptacle finalement de tes réflexions et de ton vécu que tu transformes en bande dessinée. Ouais, ça peut être ça, ça peut être aussi tout l'inverse où des fois, j'ai envie de dessiner des trucs hyper. J'ai une journée pourrie et j'ai envie de dessiner un endroit hyper beau, hyper agréable où j'ai envie d'être, qui soit le contraire de ce que je vis. Ouais, je pense qu'on est tous un peu dans ce cas-là quand on fait de la BD ou du dessin en général. C'est vraiment une espèce d'univers parallèle. Moi, j'aurais tendance à penser qu'on prend plus de plaisir à le faire qu'à le lire, en fait. Hein.
Tu mets aussi tes prises de tête, genre un truc qui t'a vénère dans la journée et bang, t'en fais un strip. Ça, c'est Violette, ça. Ouais. Ça peut arriver que, bien sûr, je m'inspire de trucs qui m'arrivent, donc, mais ça va pas être un truc qui m'énerve et je vais voilà, tu vois, ça va être plutôt, souvent un truc que j'arrive pas bien à comprendre ou un sentiment que j'ai, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus et je vais essayer de tourner autour et de me l'expliquer à moi-même, en fait. C'est souvent des trucs comme ça, avec le Tulipe, la série classique, c'est souvent essayer de mettre le doigt sur quelque chose qui m'arrive ou que je ressens ou une réflexion intéressante que j'ai pu entendre, mais enfin j'ai envie d'attraper quelque chose qui m'a échappé, quoi. En fait, c'est souvent ça. Ah ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Hein. Le fait voilà d'avoir ces pensées là et que la réponse en fait elle échappe et que les questions en fait elles se répondent et que souvent le fait que les questions se répondent peut suffire et que la réponse en soi-même elle finalement elle peut ne pas être aussi intéressante que les questions qui sont posées. D'ailleurs petit point pour nos auditeurs et auditrices qui connaissent pas encore ton univers, ça pourrait en fait on entre dans ton univers par un côté qui a un rapport à l'enfance. Cependant tu as une approche de narration, en tout cas dans Tulip, hein, la série classique de Tulip. Tu as une approche où la philosophie, en fait, la mise en image des pensées est extrêmement profonde. On va vraiment dans des questions qui sont existentielles, même si tu souvent, même quasiment la plupart du temps, tu te refuses à répondre à ces questions-là. Et cette quête là en fait des pensées, cette quête du questionnement, chaque personnage de ton univers en fait va avoir une façon en fait d'aborder le monde. Ils ont chacun leur personnalité qui se découvrent en fait en plus au fil des albums. Il y en a qui ont des épiphanies, il y en a qui tombent en dépression, enfin etc. Et comment tu fais pour jongler finalement avec ces pensées et les personnages à qui tu attribues ces pensées-là? Comment tu jongles avec ça? Est-ce que ça sort comme ça spontanément? Il y a beaucoup de questions. Oui, il y a beaucoup de questions. Je suis très curieux. J'essaye de répondre à la dernière parce que, alors, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est presque automatique maintenant que je les connais très bien. Ces personnages-là, quand je vais avoir une réflexion, je sais qui va la dire forcément. Et à la limite, le fait de l'écrire avec le personnage, c'est lui qui va m'inspirer la suivante, etc., etc. Donc il y a une espèce de logique dans chacun d'eux qui, c'est pas forcément interchangeable. Il y a des choses, je sais que si je mets un autre personnage à la place, ça va pas du tout fonctionner. Et voilà, et vraiment, chacun m'inspire le truc lui-même, et c'est un peu schizo de dire ça, mais vraiment, je contrôle presque pas le truc, en fait. C'est pas vraiment moi qui, oui, bien sûr, évidemment, mais je pense qu'on a tous plusieurs petites voix dans la tête qui fonctionnent en parallèle et qui, voilà, c'est rigolo parce que quand j'ai commencé, il y avait des amis qui me disaient mais t'es lequel? Et en fait t'es lequel toi? Et c'est pas possible. Enfin, je suis tous les personnages forcément. C'est impossible même s'il y en a avec qui je suis mon accord, des réflexions avec lesquelles je suis pas forcément d'accord, que je prête à d'autres personnes. Il faut quand même que j'arrive à les penser pour pouvoir les écrire à un moment. Donc, en fait, chaque personnage est une parcelle de ta personnalité que tu peux exprimer en bande dessinée. Ouais, c'est une espèce de boule à facettes, un truc. Ouais, je pense que j'ai vraiment besoin et ça fait une sorte de réponse. Je sais plus qui me parlait de ça, je crois que c'était Nilso qui un jour me parlait de dialogue intérieur aussi avec plusieurs voix. Et on s'était bien retrouvés là-dessus. Ah oui, Nilso qu'on aimerait recevoir cette année sur le podcast. Je pose ça là, je dis ça, je dis rien. Non, mais il est totalement dans ce qu'on aimerait explorer cette année. Nous, ce qui nous intéresse un petit peu cette année, c'est le côté voyage initiatique, quête transcendantale à travers la créativité. Comment on part d'un point A pour arriver à un point B. Et on a toujours eu cette philosophie sur le sens créatif, le fait que on a tous des histoires, on a tous des casseroles. Et la créativité, c'est un super moyen de pouvoir le transformer, le partager, se sentir reçu, connecté avec les autres. Et voilà, c'est ce côté vraiment voyage initiatique. Donc c'est marrant, tu vois, tu nous parles de Nilso.
on te parle à toi et vous avez un peu ce type de sensibilité autour du voyage à l'intérieur et de la créativité, quoi. Ouais, ben Nilso, en plus, j'avais découvert son boulot à la bibliothèque, encore une fois, et j'ai eu l'incroyable surprise de le retrouver à la Maison des Auteurs, et c'est là donc que je l'ai connu en vrai et qu'on est devenus assez potes, donc c'était super chouette et très bizarre de rencontrer quelqu'un qui pour moi n'existait pas vraiment. Quand tu remontes comme ça 10 ans en arrière, hein, par rapport à aujourd'hui, à quoi a pu ressembler un peu ton voyage initiatique, si on peut utiliser ce mot? Voyons. Ouais, on pose des petites questions légères comme ça, pif paf pouf, l'air de rien. C'est ça, ça me prend un peu au dépourvu. Mais je sais pas, je pense que de toute façon on évolue tous dans notre vie et j'espère dans mon sens et qu'on acquiert un peu en sagesse et en expérience. Donc forcément, 10 ans plus tard, par exemple, j'ai des enfants, je pense que j'ai vachement appris de ça. Enfin voilà, il s'est passé plein de trucs qui font que j'ai évolué, appris et j'espère que ça se ressent un peu aussi dans l'évolution de mon travail et que les lecteurs qui me suivent depuis le début peuvent aussi suivre cette évolution et eux-mêmes peut-être mieux comprendre ce que je fais maintenant en ayant lu ce que j'avais fait avant. Je sais pas si en lisant seulement les trucs de la fin, par exemple, est-ce qu'on peut vraiment autant les comprendre que... je sais pas du tout, je suis pas à la place des lecteurs, du coup, mais oui, j'espère et je pense qu'il y a quand même une sorte de logique d'évolution. C'est comme si toutes les histoires se répondaient, que c'était tous un petit code pour décrypter quelque part ton univers. Hein. Oui, je sais pas, c'est moi qui essaye de décrypter un peu les choses, je pense, mais du coup, oui, ça marche aussi dans ce sens-là. Pardon Laurent, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire en fait que ce qui était intéressant aussi, c'est que tu, du coup maintenant en fait, t'en arrives à décliner. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Tu arrives à décliner l'univers de Tulip. D'ailleurs, je pense que dans chacun de tes albums, Tulip est caché quelque part. À chaque fois, ou des personnages de l'univers du Tulip, notamment dans Moustique aussi, j'ai vu, je connais bien les pages, donc j'ai eu le temps de m'amuser avec et mes enfants aussi, et c'est trop rigolo de voir Capitaine Mulet qui est là à un moment. On voit le chef aussi, des petits hommes blancs. Enfin, il y a pas mal de choses. Et puis trouver Crocus dans une page, c'est hyper balèze. Enfin voilà, ça je trouvais ça très très rigolo que finalement même sur d'autres projets, en fait, tu arrivais encore à décupler l'univers. Et donc en fait, l'univers de Tulip, vraiment l'univers, l'axe principal. Donc on a la saga Tulip, on a le club des amis, qui est en fait l'enfance de Tulip et de ses meilleurs amis. Et on a également Eden. Et Eden est on pourrait dire une espèce de one shot, mais qui est avec encore l'univers du Tulip. Est-ce que tu veux nous parler de la genèse, d'Eden et joli. Pourquoi t'as eu besoin en fait finalement d'aller rassembler en fait ta passion en fait des univers médiévaux et ton univers de Tulip. Clac. Ça c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait à la base j'avais très envie de refaire un bouquin qui parle qui se passe au Moyen-Âge. J'avais une espèce de fichier sur mon ordi où j'écrivais plein d'idées à rassembler sur ce truc-là. Et ouais, ça a duré peut-être 2 ans où j'écrivais une phrase de temps en temps, une petite idée. C'était vraiment un truc très flou. Je savais que je voulais le faire un jour, mais c'était pas du tout spécialement dû à Tulip. Au contraire, j'avais commencé à dessiner des personnages humains. Ah ouais. Et un peu dans la continuité du Capitaine Mulet, même si c'était pas du tout ni le même style, je voulais le faire en couleur, c'était ni les mêmes personnages, mais c'était des humains, ça se passe, enfin voilà, c'était vraiment, j'avais fait des costumes et tout, et j'avais plusieurs idées, plusieurs façons, plusieurs axes pour prendre l'histoire et tout ça. Et puis à un moment, j'ai acheté cet iPad sur lequel je vous parle en ce moment. et dans ma tête, ça allait me prendre longtemps avant de m'y faire parce que j'avais essayé sur celui d'une copine et c'était un peu galère et tout. Donc je me disais, je vais dessiner un peu n'importe quoi pendant 2-3 mois, le temps de me faire la main. Et en fait, assez vite, finalement, ça a été... au bout d'une quinzaine de jours, je me suis dit, maintenant que je maîtrise un peu les outils, je vais faire une page de BD pour voir. Et là, en fait, j'ai lancé ce truc.
Et et comme j'avais la flemme, puisque dans ma tête c'était un test de chercher des personnages et tout, ben j'ai fait avec les personnages de Tulip. Et voilà, qui était déjà un peu fait à maman. Et donc ça allait hyper vite et j'ai fait ce truc en un mois sur l'iPad. La BD en entière tant que test, quoi. en un mois. La BD entière Ouais. en un mois. Ouais, parce Ah qu'en ouais. fait, je fais souvent ça parce que ça mature dans ma tête pendant hyper longtemps. Ah oui. Et après, faut que ça Je m'en sorte. rends compte, Ouais. tu vois. Et puis d'un coup, voilà, ça y est, c'est prêt. Et voilà. Et en fait, à la fin, je me suis dit, mince, j'ai fait un truc entier et je l'ai envoyé à mes éditeurs en n'étant pas trop sûre. Enfin, je m'étais dit, ouais, vu la vitesse à laquelle je l'ai fait, ça doit être de la merde. Et là, ils étaient très contents. Je fais, bah, cool. Faisons ça. Donc, on est toujours très mauvais juge Voilà. de son travail. Bah oui, carrément. L'inverse existe aussi. Hein. Et si Ça m'arrive d'être un peu contente de moi et de me faire oh bah en fait peut-être qu'on va pas faire ça. Mais c'est marrant que tu parles de paresse qui amène à la créativité. Je trouve ça vraiment génial parce que c'est contre-intuitif. On se dit toujours il faut bûcher pour sortir quelque chose. Et des fois en fait, bah c'est non justement des fois le mieux est l'ennemi du bien. C'est que c'est une phrase que tu aimes bien aussi. Ouais. Et finalement bah il y a des moments on a besoin d'être paresseux, on a besoin d'être fainéant, pas forcément des moments qui sont anti-créatifs. Ben moi tout mon style depuis le début est pensé pour être facile à faire et pas trop fatigant. Donc, en fait j'aime bien dessiner vite parce que j'aime à la limite presque dessiner aussi vite que j'écris parce que j'aime pas m'apesantir sur un dessin, ça me fait perdre du temps, je perds le fil de mon idée, je suis souvent dans l'impro quand même. Donc depuis toujours, enfin sauf à la période où j'ai voulu faire des petits traits, tout ça, mais bon. Ouais. Depuis toujours, j'ai quand même une idée de faire des trucs hyper rapides pour que ça soit une écriture presque et que ça aille très très vite. Et donc voilà, c'est vraiment oui même en tant que pardon. Non, je t'en prie. Non, même en tant que lectrice, c'est vrai que quand il y a des dessins un peu trop fouillés, j'ai souvent du mal à accrocher parce qu'en fait, ça me fait perdre le fil. La BD, c'est vraiment un art spécifique. C'est pas du dessin avec du texte. C'est un truc qui fonctionne ensemble et qui doit se lire d'un même mouvement. Il y a toute une question de rythme. Et voilà. Donc, j'ai vraiment cherché un truc très facile et qui allait pas m'emmerder parce que je savais que si c'était laborieux, j'allais arrêter, quoi. Et tu pourrais te détacher du dessin pour juste raconter des histoires? Et oui, carrément, parce que bah déjà j'avais fait des trucs en texte seulement à une époque, et puis ça me plaisait vachement. D'ailleurs, je fais aussi du scénario en ce moment. Ah oui, c'est juste. on va parler de Spirou après. Ouais. Et en fait, par exemple, Tulip, à un moment quand j'attendais mon deuxième enfant, il y a eu un moment où j'avais plus le droit de me lever, et donc je pouvais pas vraiment rester à table pour dessiner, j'avais un très gros ventre, ça me bloquait un peu. Et c'était chiant. Et j'avais quand même envie de faire des tulipes, et du coup j'ai fait des tulipes uniquement en texte que je mettais en ligne. Ça a duré un mois peut-être, et ça faisait des haïkus en fait, ça fonctionnait aussi. Oui. Je me suis dit mais pourquoi m'emmerde-je? Mais voilà, c'est quand même plus accessible avec une image, mais elle sert à rien en fait l'image souvent. Elle est vraiment là pour soutenir. Enfin, le texte fonctionne souvent. Des fois, quand j'ai une idée, j'écris mon texte dans les notes de mon téléphone. Et... C'est marrant parce que quand on remonte à Captain Mulet, ça devait être un roman, si j'ai bien compris. Puis après, finalement, tu passes à la BD. Puis tu continues, tu développes la bande dessinée, mais avec quand même une sorte d'économie, même si aujourd'hui ton univers il est quand même vachement foisonnant visuellement, ça reste impressionnant, notamment aussi avec cette influence un peu médiévale, etc. On voit quand même qu'il y a une économie, mais tu es généreuse et tu en arrives à faire du scénario aujourd'hui, comme pour Spirou notamment. Et il y a plus de dessin. C'est comme si tu avais fait une boucle pour revenir finalement à il y a autant du dessin que de l'histoire, et tu contribues à ton œuvre et à l'œuvre des autres, quoi. Ouais, mais moi j'aime beaucoup écrire, en fait, c'est très plaisant. Et ça m'empêche pas aussi, il y a des moments où j'ai envie de faire que du dessin. Quand j'ai fait des cherches et trouve, je suis en train d'en faire un autre. Ah oui, on l'a fait ce week-end, on a kiffé avec les enfants. Et voilà. Et donc là, par contre, il y a des moments où j'ai envie de vraiment que dessiner, mais que écrire, c'est vraiment chouette aussi. C'est un truc qui me plaît beaucoup. C'est très, je trouve ça plus excitant en fait. Ah oui, pourquoi? Je me lance. En fait, c'est justement, je suis dans la rapidité et voilà, je peux écrire un scénario, parfois le méditer pendant
pendant 1 an, 2 ans, en y pensant vaguement, et tout d'un coup l'écrire en 1 semaine. Parce que justement, je suis vraiment dans le truc. Je peux aller aussi vite que ma pensée en écrivant. Ce que j'arrive quand même pas tout à fait à faire avec la BD, même si j'essaie de dessiner vite. Et ça, c'est hyper plaisant parce que du coup, on est complètement projeté dans l'univers, dans l'autre monde qu'on est en train d'écrire, quoi. Et en ce moment, tu t'es lancé dans moi ce que j'appelle un défi quand même. Tu vas me dire si tu penses pareil. C'est que sur Instagram en fait, tu as lancé le bureau des cœurs et est-ce que tu peux nous expliquer le principe et c'est quoi le process en fait derrière quoi? Alors le bureau des cœurs, c'est tout simplement que c'est Rose et Violette, 2 de mes personnages. Donc Violette, c'est un petit oiseau et Rose, c'est sa grand-mère qui est aussi un oiseau, mais pas tout à fait pareil. Et toutes les deux, donc elles répondent au courrier des lecteurs. Enfin, il y en a une qui fait le courrier du cœur et l'autre qui fait la voyance conseil. En fait, bon, c'est un peu mélangé. Et elles tirent les cartes. Et donc les vrais gens peuvent écrire. J'ai donné une adresse et donc je reçois du courrier avec des questions, des problématiques et c'est pas des petits sujets, hein. C'est pas des petits sujets que tu reçois. Ah non, bah du coup je reçois des trucs hyper lourds quand même. Et encore il y en a que j'ai vraiment pas répondu publiquement parce que c'était très 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 lourd intime, et très long. Mais oui, c'est des trucs. Tu peux nous donner un exemple que tu peux partager oui, ceux que j'ai partagés, voilà, il y a des gens qui parlent de dépression, de chagrin d'amour, d'angoisse existentielle. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs. Ce qu'il faut préciser, c'est que, je précise pour les auditeurs et les auditrices, Sophie répond sous forme de bande dessinée, de strip, et parfois avec carrément la petite lettre en fait qui est renvoyée aux personnes. Donc ça, vous pouvez voir sur sa page Insta. Ouais. Bah en fait, au début, j'étais un peu trop ambitieuse, c'est-à-dire que je voulais en même temps renvoyer aussi un courrier aux gens, et en fait, je le fais pas. Mais parce que c'est trop. En fait, j'ai reçu beaucoup de lettres, j'en reçois vraiment pas mal. Et je suis complètement en retard. Et là, d'ailleurs, il faut absolument que je mette un mot sur Insta et tout pour dire que je pourrais plus répondre à toutes les lettres. D'autant plus que maintenant qu'il y en a un peu plus, j'ai parfois des lettres qui se recoupent, qui parlent un peu de la même chose. Donc là, malheureusement, il va falloir que je choisisse. Ça me fend le cœur, mais c'est comme ça. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est tout un boulot. En plus, je réponds en plusieurs pages, donc en fait, ça me prend vachement de temps. J'avais pas anticipé ça du tout. Et donc, j'arrive à faire à peu près 1 par semaine. Et alors que je reçois une 20aine de lettres par semaine, et donc ouais, mais c'est énorme. C'est voilà. Et en fait, plus j'en mets, et plus les gens le voient, et plus ils m'en envoient. Donc c'est exponentiel. Et voilà, je sais pas ce que je vais faire. Je vais ouvrir un bureau avec des assistants. Je sais pas quoi. En tout cas, il y a une demande. Il y a une demande incroyable. C'est mon frère qui connaît bien la Chine et tout m'a dit que sur TikTok, il y avait des influenceurs chinois qui faisaient du courrier du cœur et que ça avait un succès fou. Ah ouais. Donc, et toi, d'où t'es venue cette idée, du coup? C'est comment? Je sais pas du tout, en fait, c'est un malentendu. Je pense, on m'a demandé ça plusieurs fois et j'arrive pas à trouver l'origine. En fait, j'avais plusieurs projets en tête que j'avais commencé, j'hésitais entre tout ça. Et je sais pas pourquoi, je crois que j'ai simplement voulu faire l'affiche de Rose et Violette qui proposait ça, sans vouloir le proposer en vrai, quoi. Et puis, du coup, c'est parti comme ça. ça leur colle tellement bien à Rose et Violette ce rôle et cette fonction. Et ce qui est fabuleux, c'est que t'as un lien avec je sais pas si on peut appeler ça une communauté, mais en tout cas avec les personnes qui te suivent, qui sont fans de ton travail, et t'as créé un lien extrêmement fort. La preuve, hein, les courriers. Si ouais, c'est fou parce que même avant ça, en fait, ça m'est arrivé de recevoir des mails de gens que je connaissais pas du tout et qui me demandent vraiment de les aider dans un choix de vie. Ah ouais. Et waouh, c'est une responsabilité incroyable. C'est Rose et Violette, hein, c'est pas Sophie. Hein. Oui, du coup, moi, je ne réponds pas personnellement. Maintenant, c'est Rose et Violette qui ont pris le relais, donc ça ne me regarde plus. Mais c'est vrai que ça t'amène comme ça dans des territoires, comme tu disais, intimes, lourds. Ça doit pas être tout le temps évident à. Non, en fait, non, ça me réussit pas forcément moralement d'ailleurs. Zut. Ah bah, donc, je pense qu'en fait, au fur et à mesure que je le fais, ça s'allège légèrement parce que les gens comprennent qu'il y a quand même un jeu, que je mets les choses en ligne, que ça doit être à peu près lisible. Donc là, au fur et à mesure du temps, je reçois des lettres un peu plus fun.
Alors qu'au début, je pense que les gens pensaient vraiment que j'allais leur répondre personnellement, juste à eux Mais ça, c'est fort parce que, entre guillemets, t'es pas psy, t'es autrice de bande dessinée. Les personnes qui t'écrivent savent qu'ils ont affaire à une autrice de bande dessinée. Et quand même, ils s'attendent par moment à ce que tu aies éventuellement la clé ou un regard pour pouvoir débloquer leur situation très très personnelle. Mais c'est fou ça. C'est pour ça que j'ose pas ne pas répondre parce que je sens qu'il y a une espèce d'attente derrière. C'est très compliqué. Et moi, je trouve ça formidable ce que tu fais, Sophie. Je trouve ça formidable parce que grâce à Violette et Rose, tu arrives en fait à te détacher en fait de cette fonction justement de répondre si c'était une voyante ou une psy. C'est des petits et elles s'engueulent des fois. Violette et Rose seront pas d'accord sur la réponse. Et ça, je trouve ça génial parce que on a vraiment une ouverture à nouveau. Il y a une question qui est posée et toi tu reposes finalement d'autres questions et nos deux petits personnages qui se battent parce qu'elles ont un conflit de génération puisque c'est la petite fille et sa grand-mère. Et ça, je trouve que ce côté méta que tu amènes en plus avec beaucoup d'humour, je trouve que c'est assez juste la façon dont l'angle que tu trouves à chaque fois pour répondre sans non plus te poser comme une espèce de solution, tu vois, comme si le bureau d'écart était une solution. Ah ouais, mais ça serait une horreur ça. Et ça ouvre sur un portée philo quoi, énorme. Ouais, non, il faut que ça soit un peu drôle quand même. Mais en fait, j'essaie d'être assez fidèle à ce que je pense parce que souvent j'ai pas du tout de réponse aux questions et je me dis qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je me pose cette question? Alors j'ai une idée, j'en ai une autre, je me contredis moi-même et au lieu d'essayer de résoudre ça, je parle de ça en fait directement quoi. Et je pense qu'en fait ce qui fait la force de mon travail, c'est tout simplement que je suis assez sincère et que j'arrive à mettre sur papier ce qui se passe dans ma tête. Sans le transformer, en fait, c'est un peu direct. Et du coup, je pense que c'est surtout ça, en fait, l'intérêt du truc. Alors, j'ai pu lire que, en fait, tes bandes dessinées sont souvent qualifiées de poétiques et de philosophiques, mais que quand on te dit que tu fais de la poésie, tu te vexes, tu te sens ridicule et t'as toujours envie de, ça t'énerve, quoi. Pourtant, ça te colle à la peau. Et pourquoi est-ce que t'aurais envie de freiner tes envolées, tu vois? Mais en fait, pour moi, la poésie, c'est vraiment un truc de gens qui se prennent la tête et qui se croient vraiment trop fort et tout. Et j'ai un peu honte qu'on me dise ça, en fait. Je sais pas, c'est trop prétentieux et moi, j'aime pas la poésie. Enfin, je sais pas, en fait, c'est con de dire ça parce qu'en vrai, je pense que c'est l'idée qu'on en a par l'école et par tout ça. Qui fait ça, et pareil, la philo, les gens, ils croient que je lis des tas de bouquins avant de me répondre, alors que je lis pas du tout de philo, et voilà, moi, c'est vraiment un truc modeste et perso, et voilà. Mais il y a aussi la philosophie du bon sens, tu vois, c'est... Ouais, c'est ça, voilà, c'est un truc... Poser les questions en bon ordre. C'est des discussions. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir des discussions un peu profondes avec les gens. Je parle rarement de mon dernier shopping, tu vois. Donc, pour moi, c'est un truc normal de parler de ces choses-là. Et du coup, quand on me dit que je fais de la philo, je fais ah ouais. En fait, les gens, ils parlent pas de ça d'habitude. Mais je sais pas, je m'en rends pas compte. Mais t'as jamais eu l'impression d'en faire, mais au fur et à mesure, c'est comme ça que ton travail, il est souvent qualifié, malgré toi. En fait, j'ai du mal parce que justement, j'ai pas une culture philosophique importante du tout, du tout. Moi, ça s'arrête à ce que j'ai appris en terminale, tu vois. Donc, moi, me taxer de philo, enfin, de faire de la philo, ça me donnerait l'impression d'avoir des super grosses lacunes et qu'on attende de moi quelque chose que je peux pas donner. Non, pas du tout, ouais. Mais ça se trouve, c'est ce qui fait ta force, en fait. Vu que justement, t'as pas une culture philosophique énorme, t'as un travail qui est très naturel et qui est accessible, du coup. Et c'est ça qui est chouette et puis aussi le côté rigolo, c'est que on est tout le temps désorienté quelque part quand on te lit. Enfin, je veux dire, il y a jamais on a souvent un peu l'habitude comme ça de ces petites histoires et puis après, à la fin, une sorte de conclusion bien claire, une morale. Et moi, il y a plusieurs. Moi, quand j'ai découvert ton travail, au début, j'étais vraiment désorienté. J'arrivais difficilement. Enfin, moi, j'aime bien l'humour absurde, mais là, il y a cette sorte de douceur, de candeur, et puis les contre-conclusions où il faut se prêter au jeu en fait pour rentrer dedans. Et en fait, je trouve que c'est très représentatif de la vie, c'est que
on fout le boxon partout. En fait, que je sais pas, dans une conversation ou que je sais pas, supposons qu'on se dispute avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, bah on va arriver à une sorte de conclusion et puis hop, après on va encore rajouter de l'huile sur le feu alors que mais on avait déjà conclu, on avait déjà fini, non? Ou quand avec nos enfants, on essaie d'arriver à d'un point A à un point B et puis soudainement hop, on passe par un point C, c'est genre non, mais on avait réussi une petite boucle et je trouve que c'est très c'est très vivant, c'est très représentatif de la vie qui est jamais aussi claire, nette et précise. C'est pas limpide. Enfin, quand je regarde un film, par exemple, je me dis, ouais, les dialogues, ils sont trop bien, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est genre, on sait que chaque phrase, elle est pensée pour apporter une information, quelle qu'elle soit. Mais dans la vraie vie, en fait, il y a beaucoup plus de bruit, quoi. Ouais, mais ça, c'est un truc qui me gêne beaucoup quand je lis ou quand je vois des films où je sens que le truc est construit, en fait. J'aime pas trop ça. Du coup, j'essaye d'éviter ça vraiment. Même si, en fait, je me rends compte qu'il y a quand même un côté un peu théâtral à ma façon d'écrire, mais... C'est ton côté médiéval, ça. Ouais. Mais ouais, non, en fait, ouais, c'est toujours la peur de passer pour ce que je suis pas. Donc, s'il y a un moment où je me dis, ah ouais, là, je suis en train de faire un peu la morale, ça, c'est un truc qui me fait très peur avec Tulip. Ben, je vais forcément prendre le contre-pied derrière pour casser cette impression-là, parce que je veux surtout pas avoir le côté donneur de leçons. Enfin, j'ai aucune leçon à donner et je veux surtout pas qu'on ait cette impression-là. Et je pense qu'il y a eu des moments où certaines personnes ont pu avoir cette impression et vraiment, j'essaye de toujours casser ce truc-là, quoi. Mais genre quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les réflexions qu'on a pu te faire? C'est pas spécialement un truc précis, mais quand j'ai commencé, des amis avec qui j'étais à Angoulême à l'époque, je me souviens qu'il y en a 2 ou 3 qui m'ont dit, je sais plus, c'était pas forcément négatif, mais en gros que j'étais un peu, que je sais plus quel terme ils ont pu employer, mais il y avait un côté moralisateur qui m'a hyper mis mal à l'aise, quoi. J'étais mais non, je vais surtout pas faire ça, quoi. Ça a touché un truc chez toi, quoi, le côté moralisateur, quoi. Non, ouais, bah si, non, je suis mal placée pour faire ça, et puis c'est pas du tout ce que je veux faire, et puis en plus, quand je dis un truc, le lendemain, je change d'avis, donc je vais forcément avoir honte de ce que je dis si c'est trop radical, et voilà, en fait, des fois, j'aimerais effacer tout mon travail depuis le début, parce que j'ai honte de tout, mais tu vois, j'ai beaucoup trop parlé déjà, mais voilà, c'est ça, voilà. Mais ça, je trouve ça formidable parce que tout ce que tu nous dis là, on le ressent dans tes personnages. Voilà, des fois ils sont bloqués dans un vortex. Je trouve que tu joues beaucoup avec les vortex dans Tulip notamment. Ça, c'est rigolo. Il y a beaucoup de moments où c'est des paradoxes. Puis les personnages ils bug et puis hop, ah oui tiens, il se passe un truc bizarre. Ou comme quand tu t'attaques au métaverse aussi, quand finalement Violette elle découvre que l'univers c'est la sous-couche d'un autre univers. Elle revient à la maison, rien n'a changé, en même temps tout a changé. Est-ce qu'on vit toujours la même histoire, etc. Et ça finalement, je trouve que tu vois tout ça est très sain parce que quelque part peut-être qu'on a touché à des vérités ou des contre-vérités en même temps. What the big deal? Il y a pas de big deal derrière. C'est la vie et la vie elle est faite de contradictions et ça c'est super parce que c'est un gros élément je trouve les contradictions dans Tulip. Et ben oui. Que dire? Bah oui, c'est merci. Je suis contente que tu perçoives ce truc-là. Mais c'est pas forcément volontaire, mais effectivement je sais pas quoi te dire. Rien à dire. Tu théorises pas trop ton travail? Ça. Je suis là pour ça. Ouais. Non, mais en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de gens qui théorisent le truc après coup et qui des fois trouvent des significations vachement plus profondes que ce que j'avais en tête. Et c'est trop cool, quoi. Mais t'as vu d'ailleurs la postface de Capitaine Mulet, finalement, donc c'est une historienne, ouais. C'est fabuleux. Ce qu'elle dit sur Capitaine Mulet est incroyable. Et oui, elle a trouvé aussi des trucs, c'est trop marrant parce que moi je suis pas historienne, j'ai fait quelques petites lectures de livres, mais bon, tu vois, sans plus. Et en fait, elle est revenue dessus en me disant que en fait, j'étais hyper juste sur plein de trucs et j'étais trop contente. Mais ça, c'est pareil, tu vois, toucher un domaine sur lequel je suis pas spécialiste.
c'est hyper compliqué parce que j'ai toujours peur qu'on me dise ouais mais ça c'est faux, donc forcément je suis sur un registre un peu drôle, un peu léger, donc c'est pas grave, mais il faut toujours trouver la bonne distance entre les vraies infos que tu vas y mettre, enfin voilà, et la légèreté qui fait que tu vas pas non plus écrire un essai. Moi j'avais vachement de mal parce qu'au début la première version que j'avais fait de Capitaine Mulet, elle était vachement plus érudite. Il y avait plein de choses qui parlaient de vraies choses du Moyen-Âge qui m'intéressaient vachement, mais alors c'était épais, c'était peut-être un peu imbuvable, et j'ai vachement élagué, ça m'a fait un peu mal au cœur, mais c'était beaucoup plus lisible comme ça. Et voilà, faut que je reste dans l'idée que je suis autrice de BD, je suis pas historienne, je suis pas philosophe, je suis pas quoi que ce soit. Et voilà. Elle dit un truc qui est super intéressant parce qu'elle parle des anachronismes qui sont dans Capitaine Mulet. Elle dit justement c'est l'anachronisme qui rend finalement l'étude de l'histoire intéressante, parce qu'en fait on a ce recul des années et des siècles qui ont passé, ce qui permet en fait de toujours faire en sorte que les histoires en fait elles restent contemporaines. Elles ont encore une résonance aujourd'hui, et voilà, et ça c'est quelque chose que tu utilises beaucoup aussi, le côté anachronique, mais sans te tromper en fait. C'est ça qui est rigolo, quoi. Même si tu fais pas exprès. Non, c'est cool que tu me dises ça. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que quelque part tous tes personnages sont diverses parcelles de qui tu es, qui reflètent un tout petit peu de ton vécu, de tes réflexions. Mais vu qu'on est tu et puis chaque créateur, créatrice qui nous écoute, on est au premier plan de ce qu'on fait, on manque parfois de perspective. Quelque part, on crée et on le garde pas pour nous, on le partage, que ce soit sur Internet, sur des bandes dessinées ou toute autre forme d'art. Et du coup, les retours qu'on reçoit, comme ceux de cette historienne par exemple, qui te disent mais en fait c'est super juste, ça vient compléter et enrichir notre compréhension de soi. Et si on ne faisait pas ce travail quelque part de partage et de transformer en dessin, en BD par exemple avec toi, tout ça, peut-être qu'on serait passé à côté d'un enrichissement du regard des autres sur sa propre œuvre et puis sa vie et puis ses perspectives. Ouais, carrément. C'est un peu aussi pour ça que je partage souvent les trucs en ligne aussi, parce que des fois j'ai des réactions qui me font prendre conscience soit d'un truc que j'ai pu mal faire, une maladresse que j'ai pu avoir. Il y a quand même ça arrive de temps en temps que des lecteurs pointent un truc qui fonctionne pas, ou au contraire qui me fassent me rendre compte qu'il y a un truc qui est important et que j'avais pas développé, mais qui en fait il faut. Comme quoi? Et ouais, c'est hyper intéressant, et comme je te le disais tout à l'heure, des théories incroyables ou des gens qui à partir d'un strip ou quoi qui vraiment partent dans un truc hyper complexe et qui est juste aussi c'est ça qui est cool, c'est que du coup chaque lecteur s'empare un petit peu de l'histoire et peut en faire ce qu'il veut, l'interpréter différemment. Et voilà, donc c'est hyper enrichissant et ça me permet de faire d'autres trucs mieux. T'as des retours parfois de personnes où tu te dis que soit ils t'énervent ou soit tu te dis non, vous êtes complètement à côté de la plaque là. C'est rare quand même que les gens critiquent vraiment au sens propre ce que j'ai fait. Après, bon, le fait de voir si les gens accrochent ou s'il y a pas trop de réactions, ça permet déjà de voir si ça fonctionne ou pas souvent. Mais des critiques directes, ça m'est arrivé quelques fois, ouais, mais c'est pas simple quand même. C'est rare quand même, ouais, c'est assez rare. C'est un grand classique, mais genre 99 bons retours, un retour négatif, on se focalise sur le truc négatif, on est tous comme ça, quoi. C'est difficile de passer par-dessus. Non, en fait, si, après, il y a des gens qui peuvent critiquer mon dessin ou des choses comme ça, mais ça, je m'en fiche un peu, en fait. Et en fait, à chaque fois que je change, c'est ça, en fait. On me critique rarement sur ce que je fais en ce moment, mais dès que j'essaye de changer un peu, il y a une levée de bouclier incroyable. Ah oui. Et ce qui est quelque part un peu agréable, parce que tu te dis, ils aiment bien quand même ce que je fais d'habitude. Mais en fait, c'est le problème des réseaux, c'est que chacun s'en sert différemment. Il y a des gens qui s'en servent de façon très pro, avec qui mettent que les trucs hyper aboutis. Moi, c'est vrai que ça m'arrive souvent de poster des choses que je fais en cours, des choses que je vais jamais publier en livre, des choses un peu comme ça que j'ai fait sur un coin de table.
pour rendre le truc plus vivant aussi, pour varier, pour même parfois je parle de mes histoires avec mes enfants sur Facebook. Voilà, c'est un peu entre le truc perso et le truc pro, et du coup il y a des gens qui captent pas trop ça. Il y a un moment où je mettais plus seulement sur Facebook, parce qu'on peut mettre plus de texte, où je mettais un peu des histoires, des dialogues de mes enfants qui me font rigoler. Je fais souvent ça parce qu'il y a des gens qui suivent aussi ça pour voilà. Et en fait il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ouais mais ça on s'en fout, on veut les dessins. Et c'est violent. En fait, je leur dis il y a une fonction suivre au lieu d'être amis, enfin on peut aussi enlever ça. Et en fait, ils captent pas que déjà c'est gratuit. Donc... Oui, de quoi je me mêle. Et ils captent pas parce qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui font un truc hyper propre, hyper pro, où ils mélangent pas. Et c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être confus. Mais des critiques vraiment sur mon travail, j'en ai rarement. Ça peut arriver. Enfin, il y a quelques sujets que j'évite parce que je sais que ça peut partir dans des polémiques un peu compliquées. La religion, l'argent. La religion, je l'ai abordée en fait sans vraiment indirectement avec Eden. Oui. Mais non. Et ça a fait flipper, si je me trompe pas. Il y a des personnes qui ont flippé quand c'est sorti Eden. C'était l'inverse presque. Il y a des gens qui ont flippé, qui ont cru que j'étais un peu, que j'étais hyper croyante ou hyper mystique, alors que pas du tout. Moi, j'ai un rapport à la religion qui est assez simple, je crois, c'est-à-dire que je m'en fiche. Enfin, ça m'intéresse sur un plan culturel, mais j'ai pas d'avis. Ouais, tu parles de symbolique, plus voilà, c'est ce qui t'intéresse, voilà, c'est la symbolique ça, c'est sur un plan culturel, et ça m'intéresse de voir des gens qui sont dans la quête de quelque chose, mais après, voilà. Et ça t'a mis mal à l'aise qu'on projette ça sur toi? Les gens qui, je sais pas du tout. Okay. Je pense que les gens qui me connaissent un peu savent que non. Ouais. Après, le problème, Jérémy, c'est plus de se justifier, je crois. Oui, c'est sûr. Non, et puis il y a des gens qui ont projeté ça parce qu'ils cherchaient ça et qu'ils avaient envie de ça et qu'ils étaient contents que je fasse ça. Et tant mieux. Oui. Voilà. Mais c'est vrai, c'est un peu, on en revient à ce que tu disais juste avant, c'est t'as créé une grammaire, t'as créé un univers, une structure assez forte justement, assez reconnaissable. Et puis du coup, il y a tout ce c'est presque le revers de la pièce, c'est que tu as créé quelque chose qui fonctionne tellement que une fois que tu veux t'en émanciper, prenons Eden quelque part où tu as pris quelques libertés, tu as essayé d'aller ailleurs tout en gardant quand même la substantifique moelle. C'est genre pourquoi est-ce que tu vas faire un film différent du reste de ta filmo? Et c'est genre mais attendez, c'est moi qui décide, c'est mes films, c'est mes BD, c'est moi qui. Non mais ça a été assez bien accueilli. Moi je te parlais de quand je fais des tests avec de la peinture ou des conneries comme ça sur les c'est vrai que je maîtrise moins bien et du coup les gens disent non mais ça c'est pas joli et j'ai envie de leur dire mais c'est pas grave, t'as pas besoin de l'acheter. Je veux dire, ouais. Voilà. Mais non, Eden a été assez bien accueilli, je crois. C'est vrai que comme c'est un livre un peu différent et qu'en plus il est plus cher et tout ça, je pense que ça s'est moins bien vendu. Je suis pas trop ça, mais j'ai pas eu de critique à part enfin c'était surtout des gens autour de moi, en fait ma famille qui m'a dit mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es rentré dans une secte en gros, mais parce que j'ai une famille un peu anticléricale tout ça. Donc, c'est vrai. Ben oui, mes parents c'est la génération 68 qui était un peu des gens qui ont un peu peur, enfin qui si tout d'un coup je me mettais à aller à l'église, qui s'inquiéteraient un peu quoi. Pour moi c'est quelque chose de louche. Et moi j'ai réussi à me distancer. Enfin voilà, je suis pas croyante, mais j'ai réussi à ne pas être dans l'opposition non plus. Oui. Donc du coup ça m'intéresse assez. J'ai une période un peu mystique d'ailleurs quand j'étais petite où j'ai voulu y aller. Voilà. Et j'ai été pendant 2 ans. Donc, c'est vrai? Quoi, à la messe ou au temple ou? Non, en fait, mon père, il était, il est d'origine protestante, donc il a fini par m'envoyer au temple faire des. En fait, on faisait des crêpes essentiellement. Des crêpes. Mais c'est pour ça qu'il y a des crêpes dans tes histoires. Ouais, non, je pense pas qu'il y a un lien avec ça. J'ai toujours aimé les crêpes, mais en fait, j'ai arrêté au bout de 2 ou 3 ans parce que je sentais que j'accrochais, enfin je faisais un peu semblant quand même, et que en fait il était question de me baptiser à ce moment-là parce que je l'étais pas, et je me suis dit en fait je vais quand même, ça va trop loin. c'est pas cool parce que pour eux c'est un truc important et moi je vais le faire juste pour le fun quoi, et
Et là, je me suis arrêtée en me disant, ça prend des proportions. Et j'ai plus jamais remis les pieds au temple ou à l'église. Si, j'aime beaucoup visiter les églises, mais voilà. Mais il y a ce juste mes équilibre. Mes enfants adorent visiter les églises aussi, bizarrement. Ah ouais? Ils adorent toute cette imagerie. Mon fils, il me dit toujours, Dieu, ça n'existe pas, c'est quoi ces bêtises? Mais il fait collection des petites cartes de saints là, qu'il trouve dans les églises. C'est excellent. Ah, mais ça, c'est... Mon autre fils, il a trouvé une petite médaille, il dort avec, alors que bref, je sais pas, il y a un truc bizarre. Mais c'est cet attachement quelque part à cette imagerie médiévale, religieuse, c'est un peu dans la même, c'est lié à ça, il y a quand même une symbolique, une esthétique qui est intéressante et on n'est pas obligé de... En fait, j'ai pas d'opinion, que je sais pas du tout quoi penser de tout ça. Ouais. Donc, finalement, j'y pense pas, du coup. Mais d'ailleurs, Eden est une dualité. Oui, c'est ça, en ouais. fait, il y a deux quêtes, en fait, dans Eden. Il y a la quête de Cosmos et la quête de Tulip, quoi. Ils ont pas le... Ouais. Bah, Cosmos qui joue du coup le rôle du prieur qui est rempli de doutes. J'aime trop ce moment, c'est vraiment mon moment préféré de la BD, quand il y a le caillou qui grosso modo vient bien foutre la merde et mettre le doute, et puis qu'il est genre mais tu vas quand même pas me balancer, et puis il le balance, et puis c'est genre je sais reconnaître le diable là où il est, hein. Et genre c'est bon, casse-toi. Et puis en fait je trouve que c'est très touchant ce moment, parce qu'on a tous nos moments dans notre vie où on est pris, c'est pas obligé que ce soit religieux d'ailleurs ou existentiel, mais genre il y a un petit un grain de sable qui on peut pas ne pas le voir, mais on se dit non, je ne vais pas regarder ça droit dans les yeux, je vais balancer le doute ou la remise en question, et on va l'appeler par exemple dans le cas là, il dit que c'est le diable. Et puis c'est genre, évidemment que le diable, tu le fous à la porte, tu vas quand même pas l'accueillir chez toi. Alors que quelque part, c'est une invitation pour que Cosmos, il porte bien son nom, il accueille quelque part son humanité. Là où Tulip, il l'accueille, il quitte, il part, il voyage, et c'est intéressant parce que Tulip, justement, comme tu disais au début, il reste toujours au pied de son arbre, et puis là, hop, il part, va par curiosité, il se met en mouvement, quoi. Ouais. Ouais, mais tu vois, voilà, ça fait partie il y a plein moi, c'est vrai que j'ai pas, c'est des trucs un peu intuitifs pour moi qui sont pas forcément hyper bien formulés dans mon esprit. Moi, c'est comme ça que je l'exprime, mais après, il y a des gens comme toi qui vont venir m'expliquer tout ça. Je fais, ah ouais, en fait, c'est ça. Je sais mais pas. C'est fabuleux quand même le côté méta, en fait, de tout ça. Finalement, tu vois, ta passion pour l'écriture, et puis, ton envie d'être très spontané parce que c'est ta façon d'écrire. Et quelque part, en fait, tout ce qui te nourrit, hein, tout ce que tu as envie de ressortir, et du coup après les livrer en pâture finalement au ressenti des autres, et ça te revient, et du coup il y a la boucle est bouclée, et ça te permet d'aller après sur un nouveau projet. Et je trouve que ce fil là, il est en créativité, il est canon, parce qu'on n'est pas dans sa grotte comme ça à faire une œuvre parfaite et à jamais la montrer à personne. On est vraiment dans quelque chose de très vivant, quelque chose qui est en mouvement, et quelque chose qui n'a pas une vérité, mais autant de vérité qu'il y a de lecteurs et de gens pour l'apercevoir. Ouais, c'est vrai que moi j'ai jamais eu d'angoisse de page blanche. J'aime bien, je préfère jeter des tas de feuilles. C'est pas très écolo et tout, mais voilà. Je suis assez capable de dessiner pour mettre à la poubelle après, quoi. J'ai pas de blocage comme ça, et donc c'est pour ça aussi que je montre beaucoup de choses qui sont pas forcément montrables. Et j'ai pas, après je peux avoir une espèce de gêne rétroactif, mais longtemps après, sur plusieurs années, comme je te disais tout à l'heure, où je me dis mais waouh, j'ai quand même montré beaucoup de trucs. Mais c'est bizarre, et voilà. Mais non, c'est vrai que j'ai pas, surtout dans le dessin, je trouve que c'est moins intime que l'écriture quand même. Donc j'ai pas trop de mal à montrer ces choses-là. Je connais beaucoup de gens qui sont, comme tu dis, bloqués pendant des années sur un projet. Et souvent d'ailleurs ça fonctionne jamais parce que... Et il y a une super phrase que t'as citée dans Tulip: si par malheur tu te découvrais un don, tu pourrais bien te persuader de devoir au monde une œuvre majeure. Ah punaise, ouais. C'est énorme, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Mais ouais, oui, c'est vrai qu'il y a... C'est fatigant de se prendre pour un artiste, quoi, je pense.
Ouais, je pense que c'est en plus c'est ce que tu disais, ça marche hyper bien, hein. Enfin, c'est hyper cool d'avoir des réseaux et tout ça. Maintenant, il faut vraiment jouer, quoi. C'est pas juste pour montrer les trucs. Pendant longtemps, je m'en suis juste servi comme ça, mais là, j'ai envie de m'en servir. Je pense qu'il y a eu un moment où j'étais dans une certaine lassitude d'être dans mon coin. Et je me suis même dit, en fait, j'aimerais changer du tout au tout, faire de la BD reportage, comme font certains, c'est un peu la mode et tout, comme ça je rencontre des vrais gens. En fait, c'est pas du tout mon truc, je sais que j'y arriverai jamais. Enfin, je pense que, on sait jamais, mais je crois que je serais nulle à ça. Par contre, je me dis, en fait, dans un entre-deux, il y a cette population virtuelle qui est en face de moi, et que en fait on peut dialoguer sans que je sois obligé d'aller interviewer des gens avec un micro et tout ça, ou avec mon carnet. Je pense que c'est aussi compatible avec une vie de famille avec des petits enfants. Tu nous disais. Oui, bien sûr. Ça c'est clair que je pourrais pas aller faire un reportage à droite et à gauche. Oui. Mais même avant ça, c'est un truc que je suis pas hyper à l'aise avec les gens, donc je vais pas aller. Ça bug un peu, non? Je vais pas aller vraiment au contact, quoi. Mais ouais, je suis plus. Enfin, si j'ai fait de la BD, c'est aussi pour être toute seule dans mon coin et me débrouiller, quoi. Mais, c'est ça. Nous, c'est notre travail, tu vois. C'est d'aller chercher les ours dans leur caverne et les faire parler, tu vois. Quand on a lancé Sens Créatif, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit ça. C'est genre, en fait, on se parle pas beaucoup entre nous. On est tous au fin fond de notre caverne. Et en fait, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problématiques au final, qu'on peut se retrouver chez l'un, chez l'une, quand on s'écoute à travers le podcast. Et c'est ça qu'on aime bien. Ouais. C'est ça qui était hyper cool quand j'habitais Angoulême, parce qu'on était vraiment une communauté d'auteurs et qu'on parlait beaucoup de ces choses-là. Et c'est très cool. Il y a une bonne communauté à Marseille, là où tu es? Beaucoup moins, puis en plus moi je sors très peu là ça fait depuis peu que j'ai un atelier, donc je vois un petit peu plus de monde, et c'est cool. Il y a quand même depuis quelques années il y a quand même beaucoup d'auteurs qui viennent vivre à Marseille, mais quand j'étais plus jeune il y en avait vraiment pas du tout, et voilà. Non, mais c'est vrai qu'avec en tant que mère de famille de 2 petits enfants pas très grands là, faut faire efficace. On limite, ouais. Voilà. Ouais, faut être efficace, c'est clair. Pour un petit peu terminer, Sophie, c'est quoi un peu tes nouveaux projets justement? Qu'est-ce qui s'amène pour toi cette année? Là, la prochaine sortie, ça va être les petits livres de Crocus. En fait, j'ai pris c'est encore un truc de la série, mais qui est une autre petite branche de la série. C'est Crocus le serpent. C'est en fait des mini-livres carrés, cartonnés pour les tout petits. Donc il va y en avoir 3 qui vont sortir. Là, j'en ai fait 6 pour le moment. Il y en a 3 qui sortent en mars et 3, je sais plus, après l'été, je pense. Et voilà, ça c'est la prochaine sortie. C'est chez quel éditeur? C'est toujours chez 2024. Tout ce qui touche dans les collections 4048, ouais. Oui, 4048 pour les petits, ouais. La jeunesse, effectivement, ouais. Et encore chez eux, en septembre, je pense, on va faire à la fois. Je pense qu'il y aura la 2e salve de Crocus, il y aura le Club des Amis 4 et il y aura Tulipe 5. Ah ouais, ça fait quand même. On va faire une grosse. C'est énorme. Voilà. Et en même temps, là, je bosse beaucoup sur le courrier, enfin sur le bureau des cœurs, du coup, qui est assez prenant, et on va peut-être en faire un album un jour aussi, mais c'est pas encore à l'heure du jour, donc voilà. Et tu seras juré aussi à Angoulême. Ouais, là, je vais être juré pour le Fauve Jeunesse à Angoulême. Je suis en train de lire tous les albums que j'ai reçus, c'est cool. Ah ouais, ça doit être du taf, ça, quand même, de tout lire et tout. Ouais, surtout qu'il y a des tomes 5, des tomes je sais pas combien, et du coup, tu dois lire. Ah oui, donc tu dois te replonger dans ce qui s'était fait avant aussi un petit peu, quoi. Ouais. Non, c'est plutôt cool quand même. C'est 18 bouquins quand même, plus les tomes d'avant. Ouais. mais oui, il y en a plein qui sont super chouettes. Donc c'est plutôt globalement un plaisir. Ouais. Ça fait quoi de passer comme ça de l'autre côté, du côté des jurés? Et je sais pas, en fait, en plus, moi j'ai eu un Fauve, mais c'était l'année du Covid et du coup j'étais pas là. Ah oui. Et je sais pas du tout comment ça se passe, la remise des prix et tout ça, du coup. Oui. Tu vas découvrir. En plus, ils avaient décalé au mois de mars le salon. Non, c'était l'année d'avant. C'est encore l'année d'avant. Vraiment, tout le monde était chez soi. En plus, j'étais sur le point d'accoucher, donc il y avait 1000 raisons pour que je ne vienne pas. Donc voilà.
Sophie, pour terminer, j'aimerais te poser une toute dernière question, qui est une citation de Hibou dans une de tes BD. Il n'y a pas de sorcier, il n'y a que des ensorcelés. Oui, c'est que on s'ensorcelle, ouais, on se choisit ses sorciers, quoi, en général. Les solutions arrivent parce qu'il y a des problèmes, donc moi je pense qu'on se... je sais pas comment expliquer ça. Alors je me suis dit, il y a des phrases comme ça que, comme ce que tu disais tout à l'heure, on les chope, mais qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, j'ai Sophie Guérive en face de moi, je veux lui poser la question, tu vois. Mais oui, non, en fait, j'ai fait la sorcellerie, c'est un truc qui m'intéresse vachement. Et pendant longtemps, j'étais dans une espèce d'entre-deux où je me disais, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est de la connerie? Tu vois, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a quand même un truc, je veux comprendre, quoi. Vraiment, c'est un truc qui m'intrigue. Et donc, j'ai lu des trucs là-dessus. J'ai lu des bouquins de Jeanne Fabré-Sada, par exemple, ou des choses comme ça. Et je me suis un peu renseignée. Sur la sorcellerie, l'ancienne sorcellerie en Europe, sur la sorcellerie africaine, sur des trucs comme ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même... et c'est un peu drôle, parce qu'en fait, je suis aussi un peu passée de l'autre côté du miroir, parce qu'en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui me prenaient pour une sorcière. Ah ouais. Et en fait, c'est que les gens projetaient leurs angoisses sur moi et que ils se sentaient mal. Donc, en fait, oui, c'est ça, c'est vraiment les gens qui vraiment vont pas bien, qui vont nourrir ce truc-là, qui vont... Et voilà, oui, c'est vraiment les ensorcelés qui font le sorcier, quoi. Donc, je sais pas comment t'expliquer ça mieux. Il faut lire tous ces trucs-là. Ah, mais si vous avez des questions sur la sorcellerie, vous écrivez à Rose et Violette au bureau des cœurs. Oui, on peut vous répondre. Voilà. Plus Rose est une spécialiste. T'as un rôle de guérisseuse quelque part, à travers ton travail. Écoute, je sais pas. Voilà. Et à un moment, je m'amusais à dessiner des talismans, mais je sais pas s'ils fonctionnent très bien. Super. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, Sophie, un truc Non. Non. non, je vais pas sortir une phrase profonde là, comme ça, déboutée, je ne sais pas. Cosmos, il aurait dit à la soupe. À la soupe. C'est ça. Voilà, ça va être l'heure bientôt. Ouais, tout à fait. Sophie, un grand merci. Merci d'avoir consacré autant de temps avec nous, de pouvoir un peu plonger un peu dans les coulisses de ton travail, apprendre à mieux te connaître. Et on a parlé de plein de choses totalement inattendues, donc c'est c'était hyper intéressant pour moi aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sophie. Et on a hâte de voir un petit peu toutes les sorties qui sortiront cette année. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci. Ciao. Sophie. C'était notre discussion avec Sophie Guérive. Un grand merci Sophie pour ce partage, un joli voyage intérieur dans les coulisses de l'univers de Tulip. Nous tenons à remercier Louis Loliac, Olivier Bron et Simon Liberman aux éditions 2024, ainsi que Rosen Sanson et Valérie Cussaguet des Fourmis Rouges. Vous pouvez retrouver les albums de Sophie sur le site de ses éditeurs et éditrices et dans toutes les bonnes librairies BD et jeunesse. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur l'incroyable page Instagram de Sophie où vous pourrez suivre le bureau des cœurs de Rose et Violette. Retrouvez tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr, sur notre serveur Discord ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Everything is connected.